La butée de la targée, c'est l'intervention la plus souvent réalisée en France lorsque l'épaule se luxe à répétition. Et pourtant, ce n'est probablement pas exactement ce que vous pensez. D'abord parce que le mot butée, il est un peu trompeur. C'est pas un blocage comme une butée de porte, c'est un peu plus subtil que ça. Cette chirurgie stabilise l'épaule par différents mécanismes et je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Et surtout, en tant que chirurgien orthopédiste, je vais répondre à toutes les questions que les patients se posent quand cette intervention leur est recommandée. En particulier, les questions que se posent les patients les plus jeunes et les plus sportifs. Quand est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre leur sport? Et est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre leur sport au même niveau? Alors commençons par la base, c'est quoi un latargé? Le latargé, c'est une chirurgie de stabilisation de l'épaule. Cette intervention a été décrite en 1954 par un chirurgien lyonnais de génie, Michel Latargé, qui a découvert comment stabiliser l'épaule d'une façon très innovante. On propose cette intervention quand l'épaule se luxe à répétition et que le risque de récidive devient trop important, surtout lors des pratiques sportives. Concrètement, on prend un petit morceau d'os de l'omoplate qui s'appelle la coracoïde, c'est lui, et on le détache pour le transférer à l'avant de l'épaule, au niveau de la glène de l'omoplate, c'est-à-dire la cupule, la surface articulaire de l'omoplate. Donc l'idée est simple, en fait on crée un rebord osseux à l'avant de la glène, à l'avant de l'épaule, et c'est pas une porte de blocage, mais c'est juste une extension du mur pour que le mur soit plus long et que l'épaule ait plus de chemin à traverser si elle devait se luxer. Et donc ça fait une protection contre la sortie en avant de l'épaule. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que c'est pas juste un bout d'os qu'on fixe. En fait, quand on transfère la coracoïde, on transfère avec un tendon très important qui s'appelle le tendon conjoint, qui est inséré sur la coracoïde et qu'on laisse attacher sur cet os. Et quand on va déplacer l'os, on va également déplacer le tendon avec, et ce tendon va former comme une ceinture de sécurité à l'avant de l'épaule. Quand le bras va être mis en position d'armée, c'est-à-dire la position luxante, le tendon va se tendre à l'avant de l'épaule et faire comme une ceinture de sécurité qui va repousser la tête vers l'arrière et provoquer une sensation de stabilité. C'est ce qu'on appelle l'effet sangle. Et c'est là toute l'intelligence de cette intervention. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose sur cette intervention, c'est qu'elle a un double effet, à la fois osseux, statique, et à la fois tendineux, dynamique. Avant d'aller plus loin, je vais définir deux mots que je vais utiliser tout le temps dans cette vidéo. Le premier, c'est le labrum, on dit aussi bourrelet. Le labrum glénoïdien, c'est une structure qui entoure la glène, qui a un peu la même composition que les ménisques au niveau du genou et qui va venir créer une concavité pour augmenter la stabilité de la glène. En effet, la glène, c'est un os qui est quasiment plat et dessus est posée la tête de l'humérus qui lui est rond. Donc c'est une conformation anatomique qui par défaut n'est pas très stable. C'est un peu comme si vous mettiez un œuf sur une assiette et que vous le faisiez tourner, c'est évidemment pas stable. Ce labrum, il va venir en fait creuser cette concavité et donner plus de stabilité à l'épaule. Et le deuxième mot que je vais utiliser assez souvent, c'est l'encoche de Hill-Sachs. L'encoche de Hill-Sachs, qu'on appelle également encoche de Malgaigne, c'est une encoche sur la tête de l'humérus qui est causée par la luxation quand l'humérus vient s'emboîter à l'avant de la glène et ça crée une fracture-impaction dans la tête humérale. Donc on a le bourrelet d'un côté, au niveau de la glène, et l'encoche de Hill-Sachs de l'autre côté, au niveau de l'humérus. Quand on comprend ces deux éléments, vous allez voir, tout devient beaucoup plus clair. On va notamment comprendre pourquoi les patients qui ont eu une luxation ont un risque important de récidive, car malheureusement, plus on se luxe l'épaule, plus l'épaule devient instable. L'épaule, c'est l'articulation la plus mobile du corps humain. Mais le fait que l'épaule soit mobile, c'est extrêmement pratique. Ça nous permet de contrôler la main dans l'espace et d'avoir une grande liberté de mouvement avec les mains, ce qui n'est pas possible avec les pieds. La contrepartie de cette mobilité importante, c'est évidemment l'instabilité de l'épaule. Et c'est pour ça que c'est l'articulation qui se luxe le plus souvent dans le corps humain. Après une première luxation, ce qui va se passer, c'est que la tête humérale va sortir en avant et en bas, et elle va généralement détacher la partie antéro-inférieure du labrum, du bourrelet glénoïdien. Et une fois qu'on a détaché ce labrum, malheureusement, l'épaule devient plus instable. Les études montrent qu'avant 20 ans, après une première luxation, il y a 80% de chances de récidive et d'avoir une deuxième luxation. À ça peuvent s'ajouter des lésions supplémentaires, une fracture du rebord antéro-inférieur de la glène, ou même un simple émoussement de ce port qui va diminuer petit à petit la taille de la glène. C'est le plus souvent ce qu'on voit chez les patients qui se luxent à répétition. Et sur la tête de l'humérus, on va voir une encoche de Hill-Sachs qui peut s'agrandir au fur et à mesure du temps et augmenter également l'instabilité de l'épaule. Tous ces phénomènes anatomiques vont aggraver petit à petit l'instabilité. Je vais vous montrer ça sur un scanner. C'est généralement l'examen de première intention que je recommande chez les patients qui se luxent à répétition, un simple scanner sans injection. Il y a d'autres pratiques qui peuvent exister, mais dans mon cas, je préfère cela car ça nous permet de reconstruire en 3 dimensions la tête de l'humérus et la glène pour observer les lésions. Ici, on a la tête de l'humérus et ici, on a l'omoplate. Quand on tourne,
on va voir que sur la tête de l'humérus, ici, on a une large encoche de Hill-Sachs. C'est ça l'encoche. Si on tourne dans ce sens-là, on va pouvoir retirer l'humérus du scanner, ce qui va nous permettre de nous mettre en face de la glène et regarder la glène de face. Et là, on voit que le bord antéro-inférieur de la glène est complètement émoussé. Alors si c'est pas assez clair pour vous, je vais vous montrer quelque chose qu'on mesure tout le temps avant une chirurgie, c'est le pourcentage de perte osseuse. En fait, la partie inférieure de la glène, elle est assimilée à un cercle. Donc si avec mon logiciel, je trace un cercle qui passe par le bord inférieur de la glène et son bord postérieur, je devrais également avoir ce cercle qui passe également par le bord antéro-inférieur. Or, vous voyez que ici, dans ce cas-là, toute la partie qui est vide ici, c'est une perte de substance osseuse. C'est de l'os qui a été érodé au fur et à mesure de luxation. Et donc, on comprend bien que le chemin pour sortir est de plus en plus court pour cette tête humérale et que l'instabilité augmente. Donc la vraie question, c'est pas de savoir est-ce que le Latarjet c'est une bonne opération, la vraie question c'est de savoir est-ce que c'est une bonne opération pour vous, est-ce qu'elle est indiquée dans votre cas. Dans la majorité des cas, on envisage une chirurgie de stabilisation après plusieurs luxations. Parce que quand on est face à une instabilité récidivante, on commence à avoir un impact dans la vie quotidienne. Il existe des situations où une chirurgie peut être indiquée dès la première luxation, notamment chez des sportifs de compétition très exposés, mais cette attitude n'est pas du tout consensuelle actuellement. Dans la plupart des cas, on attend d'avoir au moins 2 ou 3 luxations avant de discuter une chirurgie de stabilisation. Ce qui guide la décision sur le choix de l'intervention, ce sont plusieurs éléments. L'âge, les sports que vous pratiquez, le niveau auquel vous pratiquez, le fait que vous soyez hyperlaxe ou pas, et les lésions que l'on va avoir à l'imagerie. On peut notamment s'aider d'un score qui s'appelle le score ISIS, qui a été décrit par le professeur Boileau, permettant de différencier les patients qui ont besoin d'une simple chirurgie partie molle d'une chirurgie osseuse comme une butée de Latarjet. Donc en clair, on ne décide pas sur une impression ou sur une habitude, on décide sur un profil de risque spécifique au patient. Est-ce qu'il y a des alternatives à la butée de Latarjet? Oui, bien sûr, et il faut les connaître. Quand l'os est bien conservé et qu'on n'a pas d'hyperlaxité, on peut proposer une simple réinsertion du bourrelet, du labrum glénoïdien, c'est ce qu'on appelle l'intervention de Bancart. Quand l'encoche sur la tête humérale est importante, on peut également combler cette encoche avec une intervention qu'on appelle le remplissage de l'encoche, qui consiste à mettre dans l'encoche le tendon de l'infraépineux, un tendon qui est ici à l'arrière de l'épaule et qu'on va venir mettre à l'intérieur de l'encoche pour la combler. L'objectif, c'est d'éviter que l'encoche ne vienne s'accrocher quand le bras se met en position de rotation externe et donc se luxe. L'intervention de Bancart ou le remplissage de l'encoche peuvent ne plus suffire dans ce cas-là à stabiliser l'épaule et le risque de récidive devient trop important. Un point important pour cette vidéo, quand on réalise une chirurgie de butée sous arthroscopie, on peut adjoindre à cette butée différents gestes supplémentaires. Et c'est un des avantages de le faire sous arthroscopie, c'est qu'on peut faire en même temps une réinsertion du labrum, donc l'intervention de Bancart, et même en même temps un comblement de l'encoche avec un remplissage. Donc on peut faire les différentes interventions en une seule procédure sous arthroscopie. Donc on ne fait pas de chirurgie standard, on fait en fait une chirurgie à la carte, adaptée à votre situation et à vos lésions. Traditionnellement, la butée de Latarjet se fait par une voie mini-open, par une petite voie d'abord, à l'avant de l'épaule, et les résultats cliniques montrent qu'il n'y a pas de grande différence entre les chirurgies à ciel ouvert ou les chirurgies sous arthroscopie. Alors pourquoi je préfère la faire sous arthroscopie, cette intervention? Il y a plusieurs raisons. Un adage assez connu en chirurgie, c'est que la meilleure chirurgie, c'est souvent celle que le chirurgien maîtrise le mieux. Et j'ai été formé à cette chirurgie depuis mon internat, et donc je connais bien cette intervention. Deuxièmement, c'est pour la visibilité. En arthroscopie, on a une visibilité extraordinaire sur l'articulation de l'épaule, on a un optique qui permet de voir dans toutes les directions quasiment de l'épaule, et donc de visualiser précisément les lésions et de positionner précisément la glène. Troisième raison, c'est pour pouvoir éventuellement faire des gestes associés. En général, avec une butée arthroscopique, on fait une réinsertion du labrum en même temps, ce qui permet d'adjoindre un deuxième geste à la butée. Et puis, si c'est nécessaire, on peut également faire un remplissage de l'encoche dans la même procédure. Donc on peut faire plusieurs procédures en une intervention, ce qui est difficile quand on le fait en chirurgie ouverte, notamment pour le remplissage de l'encoche. Enfin, il y a la question du matériel. Dans mon cas, j'utilise des boutons qui permettent de fixer la butée. Je vais vous montrer ça en détail. L'avantage de ces boutons, c'est que généralement, il n'y a pas besoin de les retirer. À savoir qu'on peut aussi utiliser les boutons en chirurgie ouverte, ça a également été décrit. Donc pour résumer, c'est pas une bataille entre ceux qui font en chirurgie à ciel ouvert et ceux qui font en arthroscopie. Les deux fonctionnent très bien. Celle que le chirurgien maîtrise, ce sera celle qui sera le mieux pour vous. Donc passons au concret, comment se déroule en pratique l'intervention. Généralement, je propose cette intervention en ambulatoire, c'est-à-dire que le patient rentre le matin et ressort le soir même. L'intervention est réalisée sous anesthésie générale, avec en plus une anesthésie loco-régionale qui permet d'endormir le bras et d'éviter une douleur au réveil. La première étape, c'est l'exploration de l'articulation. On va rentrer à l'intérieur de l'articulation. À droite, ici, vous voyez la tête de l'humérus, et à gauche, la glène. On va commencer par disséquer la coracoïde.
Donc, vous vous rappelez, la coracoïde, c'est cet os-là. Ici, la caméra est positionnée à l'arrière de l'épaule. On arrive par là, on regarde ici et on va commencer à nettoyer la partie inférieure de la coracoïde qui est là. Avec notre Vapor, c'est un bistouri électrique, et avec un shaver, on va retirer tous les tissus mous autour de la coracoïde, on va tout nettoyer, ça va nous permettre d'avoir une très bonne visualisation. On va bien entendu conserver à l'avant de la coracoïde le tendon conjoint, qu'on veut parfaitement sain. Une fois qu'on a préparé notre coracoïde, on va faire un tunnel à l'intérieur avec une petite mèche et on va y passer un fil avec des sutures très solides. Il s'agit de 4 sutures qui sont tressées, extrêmement résistantes, sur lesquelles est fixé un bouton en métal, un petit bouton grand comme un bouton de chemise. Ensuite, on va couper la coracoïde, on va passer à l'avant de l'épaule et préparer maintenant la glène. Donc, on ouvre le bourrelet qui est abîmé et tout plat avec notre Vapor. On va se mettre à l'avant de l'épaule et on va maintenant râper doucement la partie antérieure. L'idée, en fait, c'est d'avoir une surface qui est fraîche pour avoir une bonne consolidation, pour que l'os qu'on va transférer vienne consolider, se coller naturellement avec la glène. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre en place 2 ancres qui vont nous permettre, à la fin de l'intervention, de réinsérer le labrum. Les ancres, ce sont comme des petites sutures, des fils qui sont insérés et bloqués à l'intérieur de l'os. Maintenant, on passe à l'avant de l'épaule, en avant du sous-scapulaire. Nous sommes passés de cet espace-là à cet espace-là en avant de l'épaule. Puisque la coracoïde, ici, elle est en avant du sous-scapulaire, on va venir la transférer au travers du muscle. Donc, on a coupé notre coracoïde, on ouvre le muscle ici, et on va maintenant passer à travers le muscle pour venir y placer notre coracoïde. Donc ici, on ouvre le muscle sous-scapulaire avec des écarteurs spécifiques pour l'arthroscopie, et on fait passer notre coracoïde. On met à l'arrière de l'épaule un 2e bouton et on va utiliser un instrument spécifique qui s'appelle le tenseur qui nous permet de tendre le nœud que l'on a fait à l'arrière du bouton pour avoir une tension bien contrôlée et plaquer notre greffe de coracoïde contre la glène. Ensuite, à la fin de l'intervention, on réinsère le labrum comme prévu et l'intervention est terminée. Dans certains cas, on a précédé ces étapes-là d'un remplissage de l'encoche, qui est un geste supplémentaire au cours de la même intervention. Alors parlons des résultats avec des ordres de grandeur. Donc globalement, la targès est considérée comme une chirurgie très robuste, avec très peu de récidives, généralement 95% de réussite de l'opération dans la plupart des études, donc moins de 5% des patients qui récidivent et se reluxent l'épaule après ce genre d'intervention. Les principaux facteurs de risque de récidive, ce sont les patients qui présentent des pathologies associées, comme l'épilepsie notamment, les patients qui fument parce que ça empêche la butée de consolider, ou des patients qui ont de nouveau un grave accident après l'opération. Mais dans la plupart des cas, même en reprenant des sports assez exigeants, on obtient une épaule très stable. D'ailleurs, les taux de retour au sport sont élevés, plus de 80% dans la plupart des études scientifiques. On va revenir sur ce point un peu plus tard dans la vidéo. Et il y a aussi un point qu'on sous-estime souvent, c'est la confiance dans l'épaule. En effet, quand on a une instabilité de l'épaule, ça s'accompagne généralement d'un symptôme qu'on appelle l'appréhension. C'est le fait d'avoir peur de mettre le bras dans une position luxante. Et l'appréhension, elle diffère beaucoup entre certains patients. Il y a des patients qui n'ont aucune appréhension. Quand ils mettent le bras comme ça, ils ne sentent aucune sensation d'instabilité. Et puis il y a des patients, rien qu'en pensant au fait de mettre le bras en l'air, commencent à avoir peur et se sentir angoissés. Une fois que l'opération aura été réalisée et que votre épaule sera stable d'un point de vue anatomique, il faudra travailler avec le kinésithérapeute, faire du travail proprioceptif et faire disparaître cette appréhension. Dans ma pratique, les suites opératoires sont les suivantes. On garde une attelle pendant 15 jours. Pendant les 15 premiers jours, on fait simplement des petits mouvements du coude, du poignet et des doigts. Puis au bout de 15 jours, on commence à retirer l'attelle et à faire des mouvements pendulaires avec le bras vers le bas. C'est de l'auto-rééducation. Au bout d'un mois et demi environ, on enlève complètement l'attelle et on commence la rééducation chez le kinésithérapeute. Le but, c'est de récupérer la mobilité, puis progressivement la force, car le renforcement musculaire est extrêmement important pour la stabilité de l'épaule également. Pour le quotidien, les patients me posent souvent les mêmes questions. Donc concrètement, vous pouvez utiliser un téléphone ou un ordinateur ou une tablette dès quelques jours après l'opération. En revanche, l'écriture prolongée peut être difficile avec un effet de fatigue assez rapide et il faut généralement au moins 3 mois avant de pouvoir réécrire de manière satisfaisante pendant de longues périodes. C'est donc à prendre en compte si vous avez des examens et c'est pour ça que chez les étudiants et les lycéens, on discute de cette intervention en tenant compte de leur calendrier pour éviter de vous faire perdre une année scolaire. Dans certains cas, des aménagements sont possibles, mais il faut les demander à l'avance à votre école ou à votre université et ils ne sont pas systématiquement acceptés. C'est la même chose pour la compétition.
On va éviter de faire cette chirurgie en plein milieu d'année si vous êtes sportif de compétition, sauf si vraiment votre épaule est trop instable et qu'il est impossible pour vous de retourner sur le terrain. Donc une bonne chirurgie, c'est aussi une chirurgie qui est bien planifiée pour votre vie. Alors maintenant, parlons du sport très concrètement. Donc bonne nouvelle, on peut reprendre la cardio assez rapidement. On peut faire du home trainer sur un vélo ou même du tapis quelques jours après l'opération si les douleurs sont contrôlées, tout en gardant la telle. Mais attention, ne prenez pas de risques. Il ne faut pas tomber dans les premiers jours après l'opération, c'est risqué et ça peut compromettre l'opération. Quelques semaines après l'opération, on peut commencer à retourner à la salle et faire du renforcement musculaire des membres inférieurs, voire du bras opposé, sans trop de difficultés, même si on garde la telle. Le renforcement musculaire du bras opéré peut commencer 2-3 mois après l'opération en recommençant extrêmement progressivement avec des séries courtes. Les sports sans contact peuvent être pris dès 3 à 4 mois après l'opération, donc par exemple la natation, le vélo en extérieur, le tennis en évitant les services. Et en ce qui concerne les sports les plus exigeants, les sports à contact ou à collision, comme le rugby, le basket, voire même des matchs de football un peu intenses, il faut plutôt attendre 4 à 6 mois. En ce qui concerne la compétition, généralement, il faut 6 mois pour reprendre des matchs en compétition et l'entraînement est repris vers 3 mois après l'opération. Ce qui est très important, bien entendu, c'est le suivi post-opératoire qu'il va y avoir. On va vérifier que la butée consolide bien sur les différentes radiographies, voire des scanners post-opératoires pour s'assurer que l'épaule est bien stable et vous proposer une reprise progressive adapté à votre état de consolidation. Comme toute chirurgie, il existe des risques, il est important de les connaître. Il existe des risques un peu généraux qui sont propres à la plupart des chirurgies, des risques liés à l'anesthésie, des risques d'infection, d'hématomes, de douleurs ou de raideur après l'opération. Heureusement, tous ces risques sont très rares. Et puis, il existe des risques spécifiques à l'opération. Bien entendu, la récidive, c'est-à-dire des reluxations. Et ça, comme on l'a vu, cela arrive dans en moyenne moins de 5% des cas, d'après les différentes études. Et en fonction de votre profil, comme je vous expliquais, si jamais vous avez des pathologies associées. On peut également avoir des problèmes de positionnement de la butée, des problèmes de consolidation de la butée, voire une appréhension persistante. Cette appréhension, elle est finalement pas si rare que ça, c'est-à-dire cette sensation de ne pas avoir une confiance parfaite quand l'épaule est en l'air. Quand je dis pas si rare, c'est-à-dire que 80% des gens n'ont aucune appréhension et sont capables de reprendre une activité sportive complète et même de faire des tractions suspendues sans aucun problème. L'important, c'est de comprendre que ces risques sont bien connus et qu'on prend toutes les mesures pour les éviter, évidemment, après l'opération. Le but, c'est pas de faire peur, c'est d'être transparent pour que vous puissiez savoir exactement à quoi vous attendre après cette intervention. Dans mon cas, le suivi post-opératoire est standardisé. Je revois les patients 15 jours après l'opération, puis je les revois à 45 jours, à 3 mois et à 6 mois, et parfois à 1 an. C'est un suivi régulier qui permet de sécuriser le post-opératoire, de vérifier qu'il n'y a pas de complications et de vous proposer une rééducation et une reprise du sport adaptée à votre état de santé. Question fréquente concernant le matériel, est-ce qu'il faut le retirer? Alors non, avec la technique avec des boutons, je ne propose généralement pas de retirer le matériel, ce n'est pas nécessaire car ces boutons sont tout petits comme des boutons de chemise et ils ne gênent pas. Ça ne sonne pas non plus au portique d'aéroport, c'est vraiment tout petit. Est-ce qu'il faut opérer les 2 épaules? Non, c'est pas systématique, il ne faut pas opérer les 2 épaules. Ça dépend bien entendu de l'instabilité de chacune des 2 épaules. Il y a à peu près 15 à 20% des patients qui vont être opérés des 2 épaules parce qu'ils ont des 2 épaules instables, mais ça veut dire que finalement 80% des patients ne sont opérés que d'une épaule. Pour résumer, l'intervention de la targée, c'est une chirurgie qui est robuste, éprouvée depuis maintenant plus de 70 ans et qui permet d'obtenir une épaule stable dans la plupart des cas et un retour au sport dans plus de 80% des cas au même niveau. Elle est indiquée quand il y a une perte de substance osseuse sur la glène ou quand vous êtes hyperlaxe et que donc le risque de récidive est très élevé. On peut réaliser l'intervention à ciel ouvert ou sous arthroscopie. Pour ma part, je préfère l'arthroscopie pour les raisons que je vous ai évoquées juste avant. Et cette vidéo a bien sûr un but uniquement informatif. Elle ne peut pas remplacer une consultation. Je vous conseille de consulter un chirurgien pour discuter des différentes options et d'une décision personnalisée à votre situation. Merci de m'avoir écouté.